Aujourd'hui, je vais corriger ce devoir numéro 1. J'ai présenté l'énoncé il y a quelques jours. Alors, ce devoir, c'est un devoir que j'ai donné à mes étudiants l'année 2019-2020. Nous avons deux exercices. On va voir ça. Deux exercices dans ce devoir. Alors, premièrement, cet exercice, donc on considère l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R, qui, comme vous savez, est un espace vectoriel normé pour cette norme, la norme sup. On donne aussi l'espace des fonctions de classe C1 de 0, 1 vers R, qui est un sous-espace vectoriel de E. Il hérite de la norme définie sur E. C'est un espace vectoriel normé. Alors, je rappelle que E muni de cette norme sup est un espace de Banach. Et je rappelle le résultat d'analyse sur les séries de fonctions. Donc, si Fn est sur les suites de fonctions, est une suite de fonctions sur 0, 1 vers R, donc c'est un élément, c'est une suite dans F de classe C1, attention, de classe C1, puisque F, c'est les fonctions de classe C1. Si, pour une valeur de l'intervalle 0,1, par exemple, je prends 0, on peut prendre n'importe quelle valeur de 0,1, si on a la convergence en une valeur de la suite Fn, ici c'est 0, et si la suite des dérivées converge uniformément vers une fonction g de E, si elle converge uniformément vers g et f'n sont continues, évidemment par le théorème sur la convergence uniforme, g est automatiquement continu. Donc, il vaut mieux le dire tout de suite, que g est une fonction continue. Alors, la conclusion, c'est qu'il existe f dans grand F, tel que fn converge uniformément vers f. Je vous rappelle que la norme sup, on l'appelle la norme de la convergence uniforme. Quand on dit fn moins f en norme sup tend vers 0, ça veut dire que fn, en tant que suite de fonctions, converge vers la fonction f. Donc, en conclusion, la suite fn, qui au départ nous savons qu'elle converge simplement au point 0. Cette suite, avec ces hypothèses-là, converge uniformément vers une fonction f, et de plus, cette fonction g, c'est la dérivée de f. Par conséquent, le f, il est de classe C1, parce que sa dérivée, c'est g, et elle est continue comme par cette hypothèse. Alors, d'abord, première question, énoncer le théorème du graphe fermé. Ça, c'est quelque chose, c'est un théorème du cours, donc nous allons voir ça tout de suite. Le théorème du graphe fermé, tel que je l'ai annoncé dans le cours, si E et F sont deux espaces de Banach, alors ici le E et F c'est dans le cas général, ce n'est pas le cas que nous avons dans notre examen, attention, parce que je les ai appelés EF et dans l'énoncé de ce devoir, j'ai aussi appelé EF. Mais attention, ici E et F sont des Banach. Dans notre devoir, nous savons que E est de Banach, mais F, on ne sait pas s'il est de Banach. Donc, si E et F sont deux Banach et F était une application linéaire, c'est-à-dire un opérateur entre E et F, de graphe fermé, c'est-à-dire le graphe de T est fermé, alors T est continu. Bon, pour le graphe, c'est l'ensemble des xtx. Le graphe, c'est les couples. Le graphe de T, c'est les couples des x, tx. Donc, c'est un sous-ensemble de E
croix F, produit cartésien entre E et F. On revient à notre devoir. Donc, énoncer le théorème du graphe F fermé, je l'ai donné. Hein. Je rappelle, voici le théorème du graphe fermé. Ça. Très bien. Deuxième question. Alors, on définit T. Je rappelle que E et F ici, E, on sait qu'il est de Banach, on le rappelle, mais F, on ne sait pas. Nous donnons ici l'opération de dérivation, qui a F une fonction de classe C1, on associe sa dérivée. Évidemment, la linéarité de la dérivée, tout le monde le sait, et par conséquent, T est linéaire. La question, c'est montrer qu'il est continu. La linéarité, elle est évidente. Nous allons voir ça. Alors, j'ai écrit cette solution à la main. Je m'excuse parce que pour l'écrire, ça va me prendre du temps. Donc, il est dans cette période des examens, il est peut-être important de donner la solution plus rapidement et ne pas la découper en trop de morceaux. Voilà donc notre opérateur. T est linéaire, la dérivation est linéaire. Maintenant, la continuité. La continuité. Si je prends la fonction... Bon, alors, tout d'abord, je dois dire que lorsque j'ai donné ce devoir, dans le cours, j'ai déjà parlé de cet opérateur et j'ai dit qu'il n'est pas continu. Tout le monde le sait, c'est un opérateur avec lequel on fabrique beaucoup de contre-exemples. Alors, pour montrer qu'il n'est pas continu, je prends cette suite de fonctions, Fn qui appartient à F, c'est-à-dire elles sont de classe C1, appartient à l'espace de départ, elle est de classe C1. Sa norme l'infini, je rappelle que ici, F est muni de la norme l'infini et E de muni de la norme l'infini. Sa norme l'infini, c'est 1 sur 1, c'est-à-dire le sup de ceci, en valeur absolue, d'ailleurs c'est positif, pas besoin de mettre la valeur absolue, le sup, lorsque t parcourt 0,1, c'est 1 sur n. Donc Fn tend vers 0, puisque sa norme est égale, elle tend vers 0 dans F. Mais son image t de Fn, c'est quoi l'image? La dérivée de ça, c'est t à la puissance n-1. Le sup, lorsque t parcourt 0,1, c'est 1. Fn tend vers 0, mais t de Fn en norme ne tend pas vers 0. Donc Tfn ne tend pas vers 0. Et donc t n'est pas continu. T n'est pas continu. Revenons maintenant à la question, voir la question suivante. La question suivante, montrer que le graphe de T est fermé. Que peut-on conclure? Le graphe est fermé. Voyons ça. L'opérateur de dérivation, son graphe est fermé. Alors, donc je prends un couple, une suite du graphe, c'est-à-dire de la forme Fn, dérivée de Fn, puisque T de Fn, c'est F'N. Et je suppose qu'elle converge vers un élément Fg, qui est a priori dans l'espace F croix E, puisque le graphe de cette application, de ce T qui va de F vers E, le graphe est un sous-ensemble de F croix E. Donc, je suppose qu'il converge. Qu'est-ce que je dois montrer si je veux que le graphe fermé? Pour n'importe quelle suite de ce type-là, il faut que sa limite ne sorte pas du graphe. Bon, dire que ça converge vers Fg, F croix E, on peut le munir de la norme sup de la norme de ça, plus la norme de ça, dans E croix F, donc on a une norme. Bon. Ça veut dire, donc on peut mettre le sup, ou alors la somme, etc.
Ça, on en a parlé dans le cours, comment munir un produit cartésien si chaque produit, chaque élément est un espace de un VN, comment avoir la norme du produit cartésien. Alors, dire que ceci converge vers dans F croix E, ça veut dire que Fn converge vers F dans F, pour sa norme qui est norme infinie, puisque nous avons dit au départ que F est muni de la norme l'infini, induite par E, puisque F est un sous-ensemble, c'est un sous-espace de E. Et F'N, qui est ça, va converger vers G pour la même norme, norme l'infini dans E. Alors, comme je l'ai rappelé, dire que Fn converge vers F pour la norme sup, ça veut dire que Fn converge vers F uniformément. CU converge uniformément sur 0,1. Même chose, ici, F'N converge vers G dans E pour la norme sup, ça veut dire que F'N converge uniformément vers G pour la norme sup. Et du coup, c'est ça. Fn est de classe C1, puisque Fn est dans grand F, et grand F, c'est l'espace des fonctions de classe C1. Fn converge uniformément vers F, dans E, et F'N converge uniformément et F. Bon, alors j'ai dit dans E parce que là, j'ai la convergence dans F, en particulier dans E. Si elle converge vers F, dès qu'elle vérifie la convergence pour la norme sup, et comme suite dans E, elle converge dans E. Pourquoi j'utilise ça? Parce que ceci va m'entraîner au moins, en particulier, que Fn de 0 converge vers F de 0. Puisqu'elle converge uniformément, alors elle converge simplement, et donc Fn de 0 converge vers F de 0. On peut laisser ici vers F, et on a la même conclusion. La convergence uniforme implique la convergence simple, donc pour chaque élément de 0, 1, pour chaque élément x, Fn de x converge vers F de x, en particulier pour 0. Pour cela, pourquoi j'écris ça? Parce que je veux être dans les hypothèses de la proposition qui a été rappelée dans l'énoncé. Et ceci est là. Regardons qu'est-ce qui a été écrit dans l'énoncé. Ce rappel, je l'ai donné. Pourquoi? Parce que je veux que les étudiants utilisent cette propriété. C'est un théorème très important dans les suites fonctions, convergence uniforme et dérivation. Le cours sur les suites fonctions, s'il est fait, je ne sais pas, parce que moi, quand je donnais ce cours pendant des années de 2008 jusqu'à 2014, j'ai toujours énoncé, j'ai fait le chapitre sur les sites fonctions, ensuite le chapitre sur les séries de fonctions. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire dans le cours que j'ai entamé sur les séries numériques, et je voulais après faire les séries de fonctions, les suites de fonctions, les séries de fonctions. Malheureusement, ce cours n'est pas suivi, et donc je vais peut-être l'arrêter. Alors, je donne ce rappel parce que les gens, quand ils sont en licence, ils oublient leur théorème. Les mathématiques, c'est ce qu'on apprend en première année, en deuxième année, on s'en sert pour un peu plus loin. Donc, je l'ai rappelé. Maintenant, dans ma démonstration, j'ai trouvé tout ça. Toutes ces hypothèses sont vérifiées. Alors, quelle est la conclusion? Il existe F appartenant à grand F tel que Fn converge vers F en norme sup et F'N égale à G. Donc voilà ce que j'ai dans ma démonstration. Les hypothèses de ce rappel sont là. Donc d'après l'indication de l'énoncé, c'est-à-dire ce rappel, F est de classe C1. F est de classe C1. Dans le rappel, on dit il existe F. Mais là, ici, on connaît le F puisque on est parti de Fn et qui converge vers F d'après l'hypothèse, cette hypothèse. Donc, F' égale à G, d'après la conclusion, voire le rappel.
Ben, si f' égale j, ça y est, c'est fini. Ça veut dire que notre limite, c'est un couple du type FTF et donc il appartient au graphe. Voilà. Ce que je voulais, c'est que si une suite dont le graphe converge, alors sa limite ne sort pas du graphe. Et le graphe est donc fermé. Maintenant, pour la conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette question? Le graphe est fermé, pourtant t n'est pas continu. Alors, le théorème du graphe fermé ne s'applique pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une hypothèse qui manque. On sait que E, avec norme l'infini, est un Banach, mais cet espace, on ne sait rien sur lui. Donc, cet espace n'est pas un Banach. On a la linéarité de T. On a le graphe fermé de T, d'après ce qu'on vient de démontrer. Mais, pour autant, le théorème du graphe fermé ne s'applique pas puisque T n'est pas continu. Alors donc, il y a une hypothèse qui manque, c'est que l'espace de départ avec la norme que nous avons choisie n'est pas un Banach. Voilà la conclusion très importante, c'est que l'espace des fonctions de classe C1, de 0, 1 vers R, on peut généraliser de A, B, notre intervalle, pourquoi on met 0, 1? Parce que c'est beaucoup plus simple à travailler dans 0, mais vous pouvez choisir de A, B vers R. Cet espace, donc, f des fonctions de classe C1 de 0, 1 vers R, ou vers C aussi, n'est pas un Banach. Voilà donc un exemple d'une application linéaire qui montre que les hypothèses du théorème du graphe fermé sont très importantes. Regardez, E et F, deux espaces de Banach. Et E et F, ici, ce n'est pas les E et F, ça c'est le cours, pas les E et F de notre devoir. Ils sont de Banach, et je l'ai souligné pour bien que c'est très important. La linéarité, très importante. Si le graphe est fermé, T est continu. Ici, nous avons trouvé un T avec un graphe fermé, et T n'est pas continu, donc il y a une hypothèse qui manque, et c'est F, avec la norme, dans notre cas, n'est pas un Banach, avec la norme sup. Maintenant, je vais passer à la question suivante. À la partie B de ce chapitre. F avec la norme sup n'est pas un Banach, mais nous allons voir qu'il est un Banach avec d'autres normes. Et on définit F1 et F2. Montrer que ce sont des normes. Ça, c'est une question, évidemment, où il faut vérifier. On va le vérifier pour ça, et pour l'autre, c'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. Donc, on va le vérifier pour la première. Alors, donc, cette norme, c'est quoi? C'est norme 1, c'est f de 0 en valeur absolue. Si on va dans C, c'est en module. Plus la norme, l'infini de phi. Si cette norme est nulle pour un f, ça veut dire que ceci est nul. Donc, ça veut dire que f de 0 est nul et f' de 0 est identiquement nul. Donc, f est constante et f de 0 égale 0. Et d'après la continuité, donc, f est nul. Si la norme de f la norme de l'onde de f, c'est, par la définition, c'est ça. La valeur absolue, c'est aussi une norme. Vous pouvez vous sortez la valeur absolue et il reste f de 0. Et là, ça, c'est une norme l'infini, on le sait. Et donc, on peut sortir la valeur absolue de lambda et on a donc la deuxième propriété de la norme. Pour l'inégalité triangulaire, la valeur absolue est une norme dans R, puisque ici c'est un réel, et ici la norme, l'infini, est une norme, donc on a l'inégalité triangulaire pour les deux, on obtient ceci. Donc on a bien une norme. Alors ce que je remarque quand les étudiants rédigent, parfois ils mélangent tout, parce que ça c'est un réel. Au lieu de lui mettre la valeur absolue, ils mettent les deux barres. Quand vous mettez la norme d'un réel, qu'est-ce que ça veut dire? Deux barres ici, deux barres là. Il faut toujours être cohérent et savoir où est-ce que vous êtes. Où est-ce que vous êtes? Ça, c'est un réel. L'énoncé est très clair. Parce qu'il vous donne la définition. Voilà, voici la définition. Il n'a pas mis norme de f de 0.
la valeur absolue d'un réel, f va de 0,1 vers 1. Et ici, f est un élément de l'espace. F' est un élément de l'espace E, donc norme l'infini. Alors, de la même manière, on peut démontrer ceci. C'est la même chose. J'en passe, je vais m'en passer. Alors, montrer que norme de 1 et norme de 2 sont des normes, on l'a fait. Montrer que f norme 1 est un espace de Banach. Très bien. Donc, on va faire tout pour norme 1, mais ici, on vous dit, dans l'énoncé, on vous dit que f norme 2 est un espace de Banach. On vous dit que c'est un espace de Banach, c'est pas la peine de le montrer. Montrez simplement que f avec norme 1 est un espace de Banach. Regardons la solution de cette question. Supposons que Fn est une suite. Pour montrer que c'est un espace de Banach, il est NVN, espace vectoriel normé. Je vais démontrer qu'il est complet. Donc je prends Fn, une suite de Cauchy dans F, fonction de classe C1, et qui est de Cauchy pour la norme 1. Puisque je veux montrer que F minus cette norme est un espace de Banach. Donc quel que soit epsilon, il existe un 0, tel que pour m et n plus grand que 1, 0, j'ai la norme de cette différence, Fn moins Gn, moins Fn, pas moins Gn. Bon, c'est une erreur ici. Moins Fn, Fn moins Fm. Je m'excuse. Fn moins Fn. Voilà. Dire que la suite de Cauchy, ça veut dire ça. Non, ceci, pour m et n plus grand que n, 0, Fn moins Fm inférieur, en norme 1 est inférieur à epsilon. Ça veut dire quoi? Puisque ceci, c'est le sup de tous les x appartenant à... non, attendez. La norme, cette norme, c'est quoi? C'est, comme on l'a dit, c'est norme, c'est la valeur absolue plus la norme, l'infini, même si je ne l'ai pas écrit, c'est la norme, l'infini de ça. Cette norme, je répète, c'est ça plus ça. Donc, dire que ceci est inférieur à epsilon, ça veut dire en même temps que ceci est inférieur à epsilon pour les mêmes conditions. Et ceci aussi, parce que ça, c'est la somme des deux. Donc, ça implique en particulier que la suite Fn de 0 de réel et de Cauchy. Ah, pourquoi j'ai écrit ici Fm Fn de 0 moins Fm de 0. Donc la suite est de Cauchy. Et ici, Fm moins Fn. Voilà, c'est M. Et c'est Fn moins F prime N. Donc, je répète, c'est ça, la norme de Fn moins Fm. C'est la somme de Fn de 0 moins Fm de 0. Et F prime N moins F prime M. Je vais mettre ici M. Comme ça. Voilà, F'N. Donc, chacun vérifie la même chose. Fn de 0 est de Cauchy dans R, donc elle va converger, et F'N est de Cauchy dans E, puisque F'N, ce sont des éléments. Hein? Si Fn est dans F, F'N est continu, donc ce sont des éléments de E, c'est une suite dans E. Elle est de Cauchy. Or, E est un espace de Banach, on vous le dit dans l'énoncé. Donc, Fn de 0 converge dans R, et F'N est de Cauchy dans E, norme l'infini. Dans l'énoncé, il vous est dit que c'est un espace de Banach. Donc, alors, qu'est-ce qu'on en tire? Bon, Fn est de classe C1. Ça, on le sait. Pourquoi on le sait? Hein? Parce que Fn est une suite de Cauchy dans F. Donc, c'est une suite dans grand F. Donc, Fn est de classe C1. Parce que F, sa définition, c'est les fonctions de classe C1 de 0, 1 vers R.
Fn de 0 converge dans R, c'est la conséquence du fait que Fn de 0 est de Cauchy. R est un espace complet. Et ici, comme F'N est de Cauchy dans E, E est un Banach d'après l'énoncé, donc elle va converger cette suite F'N vers un G. Quand les étudiants me rédigent ça, ils me disent F'N converge vers F. Est-ce qu'on a un F défini ici? On est parti d'une suite. Supposons Fn est de Cauchy dans grand F. Où est le F? Vous voyez un F ici? Moi, je ne vois pas de F. Il n'y a pas de F. Puisqu'elle est de Cauchy, elle converge vers un élément G. Il existe un G inconnu. F'N converge vers G. Alors, d'où est-ce que je vais montrer la convergence de F? Eh bien, je reviens à mon rappel avec ces codes. Pourquoi je les mets comme ça? 3 conditions pour se mettre dans les conditions de ce rappel. Il n'est pas donné comme ça par hasard, ce rappel, parce que vous allez l'utiliser plusieurs fois. Regardez. Fn, bon, F, c'est-à-dire Fn de classe C1, Fn de 0 converge. Il existe G, tel que F'N converge vers G uniformément. La conclusion, alors maintenant, va apparaître le F. Il existe F. Comme conclusion de ces hypothèses. Je reviens à ma démonstration. Donc, il existe, on en déduit d'après l'indication R, c'est le rappel du cours, il existe F appartenant à grand F, tel que Fn converge. Alors, j'ai mis une étoile pour expliquer appartenant à F. Normalement, lorsque l'énoncé, parce que l'énoncé le rappel de R le dit, juste pour le rappeler aux étudiants. Donc, il existe F tel que appartenant à grand F d'après ce rappel. Le rappel, on ne vous demande pas de le démontrer. C'est un cours de 2e année. On ne veut pas D'ailleurs, il n'est pas demandé de le montrer. Il est donné. Donc, il existe F tel que Fn converge à F pour la norme, l'infini. Moi, je ne critique pas. J'essaye de montrer les erreurs aux étudiants. Quand je dis que bon, les étudiants arrivent à voir que Fn est de Cauchy. Mais tout de suite, ils font la conclusion, donc Fn converge vers F de 0. Est-ce qu'on a un F ici? On n'a pas de F. Comment vous pouvez parler de F que vous ne savez même pas où? Qu'est-ce que c'est? Donc, tout ce que vous pouvez dire que Fn de 0 converge dans R vers une limite L. Alors, c'est ici que quand on a Fn converge vers F pour la norme l'infini, ça veut dire qu'elle converge uniformément vers F. Et la convergence uniforme entraîne la convergence simple. Et donc, Fn de 0 converge vers F de 0. Ce F, assuré, son existence est assurée par le rappel que j'ai donné. La convergence uniforme entraîne la convergence simple. Et on a donc cette propriété. Et le rappel nous dit encore dans la conclusion que la dérivée de f, c'est g. Et on sait, nous sommes arrivés à que, d'ailleurs on l'a dans le f'N égale g. Et qu'est-ce qu'on a dans qu'est-ce qu'on a ici? On a Fn est de Cauchy. Et on a dit, puisqu'elle est de Cauchy, voilà les conséquences que nous avons trouvées. Il existe G tel que F'N converge G. Donc nous avons Fn de 0 converge vers F de 0, nous sommes arrivés à là, et F'N converge vers G. G que nous avons
montrer grâce au rappel que f' égale J. Donc nous avons ceci tend vers 0 et ceci tend vers 0. Donc la norme Fn-F qui est la somme de ces deux termes tend vers 0. Ça veut dire que Fn converge vers F dans grand F. C'est pourquoi j'ai souligné ça dans grand F. Hein. Et donc, grand F est un Banach puisque pour tout de suite de Cauchy, Fn, pour la norme 1, nous avons montré qu'elle admet une limite dans F pour cette norme. Voilà. Bien. Question suivante. Montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? La question suivante, c'est la 3. Je rappelle que f avec norme 2, j'ai dit qu'il faut A, non, nous admettons qu'il est de Banach. La démonstration ne diffère pas de ça. Exactement la même chose. Montrer que ces deux normes sont équivalentes de deux manières différentes. Et nous allons arrêter ici notre vidéo et la prochaine fois, je fais l'exercice numéro 2. Parce que plus les vidéos sont longues, plus les gens ne terminent pas. Alors, donc, je fais des petites vidéos courtes pour que vous puissiez aller jusqu'à la fin. Évidemment, quelqu'un qui veut une solution, il doit la chercher, même s'il doit passer la première partie de la vidéo pour chercher là où il veut voir. Et pourquoi je donne ces énoncés à l'avance? Pour que vous puissiez vous exercer à faire ces exercices. Parce que ça n'a aucun sens de prendre un énoncé et de lire solution après solution après solution. N'en profite pas. Il faut essayer de faire un exercice. Là, quand vous êtes coincé, vous pouvez regarder la solution. Donc, je vais démontrer de deux manières différentes que norme 1 et norme 2 sont équivalentes dans F. Je vous rappelle que F pour la norme 1, nous venons de démontrer qu'il est de Banach, et pour la norme 2, je vous ai dit d'admettre qu'il est de Banach. Alors, voyons la solution pour cette histoire d'équivalence de ces deux normes. Alors, nous avons norme 1 est inférieure à norme 2. Norme f de 1 est inférieure à norme f de 2. Quel que soit f. Bon, je vais revenir sur la définition pour admettons ceci. Puis c'est vrai, mais on va le redémontrer dans l'énoncé, parce que là, je ne vois pas l'écriture des deux normes. Et d'ailleurs, parce que tout simplement, la norme f, c'est quoi? C'est norme f de 0, valeur absolue de f de 0, plus la norme de f' l'infini. Et pour l'autre, c'est la même chose, simplement à la place de ça, vous mettez ça. Et comme on a inférieur, évidemment, on a cette inégalité. Alors maintenant, f norme 1 est de Banach et f norme 2 est de Banach. Nous avons un théorème d'Icourt qui nous dit que si les deux espaces sont, si l'espace est de Banach pour deux normes, si elles sont comparables, comme ici, comparables, ça veut dire qu'il y a une inégalité entre les deux. Alors elles sont équivalentes. L'équivalence, c'est qu'il y a les deux inégalités. Norme 1 inférieure à constante fois norme F2, et puis l'autre avec une autre constante de l'autre côté, norme F2 inférieure à une autre constante fois norme F1. Alors, juste pour voir ceci, nous allons revenir à la définition. Donc je répète, si ceci, on va le voir, puisque pour les deux normes F est un Banach, deux normes comparables sont équivalentes. Revenons à la définition. Voilà la définition. Et évidemment, cette norme 1, elle est inférieure à la norme 2 parce que ce terme est plus petit que celui-là. Celui-là, c'est le sup de tous les f de x. En particulier, f de 0. Il est supérieur à f de 0. Donc, on a évidemment l'inégalité. Alors maintenant, nous allons démontrer l'équivalence avec
Et rappelons que nous avons l'inégalité norme F1 inférieure à norme F2. Ça, c'est acquis. Donc, qu'est-ce qui nous montre l'autre inégalité avec une constante déterminée? Ce que nous allons faire, comme j'ai dit, à la main. J'ai dit aux étudiants que je le fais à la main avec mes connaissances sur les intégrales. Deuxième méthode, directement. Nous avons toujours cette relation que nous avons apprise lorsque nous avons commencé à étudier les primitives et voilà. Nous avons cette relation. Niveau bac. Maintenant, vous majorez avec la valeur absolue. C'est inverse la valeur absolue de ça, plus la valeur absolue de ça, qui est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Et puis, ce terme, il est inférieur à son sup. Donc, une constante qui sort. Hein? Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir valeur absolue de f de 0 et norme de f', puisque cette intégrale, c'est norme de f' l'infini. Donc, c'est la norme f. Je répète, ce terme est inférieur à ça, d'après cette inégalité. Ça, pourquoi ce terme est inférieur à là? Parce que chaque f' de t est inférieur au sup de f' de t en norme. Sup de f' de t, c'est la norme infinie. Et ça, c'est une constante, son intégrale, c'est elle-même. Donc, nous avons ici valeur absolue de f0 plus norme de f' de 0, qui est norme f1. Si je passe au sup maintenant, puisque c'est vrai, quel que soit x, j'ai écrit quel que soit x, on a ça. Si je passe au sup, donc j'aurai norme l'infini de f est inférieur à norme f1. Norme l'infini. Moi, je veux une comparaison avec norme f2. Et norme f2, c'est quoi? Il faut ajouter ici ça. Vous l'ajoutez. Donc, vous l'ajoutez de l'autre côté. Et donc, vous aurez deux normes f l'infini. C'est encore inférieur à 2 fois ça, plus 2 fois ça. Donc, ça fait 2 normes f de 1. Et ça, c'est quoi? Norme f de 2 inférieure à 2 fois norme f de 1. Je répète, nous avons cette inégalité que nous avons démontrée à la main. Ça, inférieur à ça, qui est norme f. J'ajoute f' en norme, f norme l'infini. Là et là. Donc ici, j'aurai 2. Et ceci est inférieur à 2f de 0 en valeur absolue plus 2 normes f l'infini, qui est donc 2 normes f. Ainsi, j'ai trouvé l'inégalité, si vous voulez, l'inégalité, si je peux dire, j'ai trouvé l'autre inégalité qui me manquait. Nous avons déjà parlé de ça. Voici l'autre inégalité. Et elles sont équivalentes, les deux normes. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons démontré que f avec la norme 1 est de Banach, et vous avons dit que d'admettre que f avec norme de 2 est un Banach pour pouvoir utiliser ce résultat du cours. Parce que la question vous demande de le faire de deux manières différentes. Hein, revenons à la question. Les examens que je donne ici, ce sont des examens, évidemment les connaissances, toutes ces connaissances, elles sont connues, mais les questions, je les pose moi-même dans un but de faire réviser le cours, une partie du cours dans un devoir. Donc ici, quand on vous dit montrer de deux manières différentes, et on précise, par un calcul direct, c'est la deuxième méthode, en utilisant un résultat du cours, en utilisant le théorème qui nous dit si f est de Banach pour deux normes, et si ces deux normes sont comparables, elles sont équivalentes. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, Inch'Allah, je vais donner la correction de la partie 2. Alors, je la rappelle, cette partie 2, pour que vous puissiez, comme j'ai dit tout à l'heure, de chercher dans l'espace L2 des suites
muni de cette norme, de ce produit scalaire qui est un espace de Hilbert, donc la norme, implicitement, vous savez ce que c'est. Voilà l'énoncé. 3 questions. On donne une application, montrer que c'est une forme linéaire et calculer sa norme, montrer que ce grand F, ce sous-ensemble de L2, est un espace vectoriel fermé, sous-espace vectoriel fermé de L2, et déterminer la dimension de son orthogonale. Merci de votre attention. Au revoir.